Où va Haïti? C'est une question qui revient sans cesse tant la situation paraît désespérée. L'ambassadeur français parle de l'une des pires situations de pauvreté et de terreur au monde. Nos équipes ont pu se rendre dans certains quartiers de Port-au-Prince, la capitale. Bonjour Margot Loisillon. Vous avez réalisé le reporter Les Plaies d'Haïti avec Herminia Fernandez et Sandrine Exil, un documentaire tourné la première semaine de février. On va d'abord regarder un premier extrait. Cette mère célibataire vit dans une pièce de 16 mètres carrés avec ses 3 enfants et 2 autres membres de sa famille. Elle est ce qu'on appelle une déplacée interne. Elle a dû fuir son quartier en proie à la violence. Hier, je parlais avec mon frère aîné, qui me disait que l'on vit dans l'angoisse, qu'il dort angoissé, à cause des coups de feu des gangs, du fait qu'ils entrent dans les maisons. La nuit dernière, l'angoisse l'a empêché de dormir. On ne vit pas réellement, on n'a pas de vie. Un autre témoin vous dira un peu plus tard, on est comme dans une prison. En fait, les Haïtiens ne vivent pas, ils tentent de survivre en fait. Exactement, Julien, et je pense qu'il y a quelques extraits, quelques moments de ce reportage qui le montrent particulièrement, notamment ces Haïtiens qui sont rapatriés au tout début du reportage, qui tentent de migrer, dans ce cas-là aux États-Unis, qui étaient partis du Cap haïtien, et puis tous ces gens qui sont à la recherche d'un passeport, d'un visa, notamment grâce au programme de Joe Biden pour pouvoir s'installer légalement aux États-Unis. Donc voilà, les Haïtiens cherchent par tous les moyens à fuir ce pays. On les retrouve sur de très grands nombres de routes migratoires, notamment en Amérique latine. Je pense par exemple au Darien qui sépare la Colombie du Panama. C'est une des routes les plus convoitées par des Haïtiens également. Voilà, les Haïtiens quittent leur île, quoi qu'il en coûte en fait. Parce qu'il n'y a aucune perspective. Je crois que vraiment non. Enfin, je suis vraiment moi-même très triste de le dire, mais je ne vois pas vraiment vers quoi aujourd'hui ce pays peut aller. Il y a un énorme problème politique, un vide politique tellement important que pour le moment, il ne semble pas y avoir de solution. Il faut quand même rappeler que le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné il y a un an et demi, enfin bientôt 2 ans cette année. Et il n'y a eu aucune élection organisée. Il n'y a plus aucun élu aujourd'hui dans le pays, aucun élu national ni local. Donc non, on peut vraiment se demander vers où va le pays. C'est quoi le quotidien aujourd'hui d'un Haïtien? C'est de tenter de trouver à manger, tout simplement? Alors oui, en fait, il faut imaginer à Port-au-Prince, en particulier, je tiens à préciser que nous ne nous sommes pas rendus en province, dans les provinces haïtiennes. À Port-au-Prince, je dirais que c'est un petit peu, voilà, au jour le jour, il y a une tension calme permanente dans la ville. On vit sa vie le plus normalement qu'on peut, tout en sachant qu'elle peut basculer à chaque instant. Et que quand les choses basculent en Haïti, c'est grave. Mais voilà, chacun essaye. Donc il y a des vendeurs de rue, il y a des enfants qui vont parfois à l'école. Certaines écoles ouvrent puis se referment parce qu'il y a des problèmes de sécurité dans le quartier. On essaye, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on rentrera en fait. Qu'est-ce qui peut se passer? Car Port-au-Prince est contrôlé à 60% par des gangs. 60% c'était le cas lors du tournage. On va regarder un autre extrait avec un membre de Médecins sans frontières. La violence de ces gangs semble n'avoir aucune limite. Ils contrôlent aujourd'hui plus de 60% du territoire de la capitale. Depuis le siège de l'ONG, le chef de mission de Médecins sans frontières reconnaît que cette expansion rapide des groupes armés perturbe les opérations de ces hôpitaux. Raoul Pierre-Louis, c'est la clinique dont on a interrompu le support la semaine dernière suite à l'intrusion d'hommes armés qui sont venus se saisir d'un patient pour l'exécuter à l'extérieur de l'hôpital. Donc ici, là, le point jaune, c'est sur cette carte, en rouge, les zones de la ville entièrement contrôlées par les gangs. En blanc, les seules dans lesquelles nous avons pu nous déplacer pour la réalisation de ce reportage. Et la carte a évolué, mais dans le mauvais sens, avec une expansion du rouge donc. Oui, depuis que nous nous sommes rendus à Port-au-Prince, je dirais qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué de se déplacer dans les zones que vous venez de voir en blanc sur cette carte, parce que ce sont les zones en dispute dans la ville, en fait. Aujourd'hui, donc par exemple, je pense à la zone de Pétionville, certains quartiers de Delmas, dans lesquels nous avons pu parfois beaucoup tourner. Aujourd'hui, en fait, les gangs se disputent ces zones, donc ce sont de nouveaux terrains d'attaque. C'est une guerre de territoire. Exactement, c'est une guerre de territoire
Et elle se joue à travers la séquestration, essentiellement la séquestration, les enlèvements en fait, pardon, qui permettent aux gangs de se financer en échange de rançons. Voilà. Donc des séquestrations, des balles perdues, des guerres entre gangs qui peuvent s'attaquer mutuellement et donc qui entraînent des conflits au sein de ces zones en dispute. Haïti est très habitué par ces gangs qui sont montés en puissance, mais vous me disiez qu'elles étaient liées en fait à la classe politique depuis des années. Oui, en effet, à la fin des années 60, les tontons macoutes mis en place par Martelly, en fait, ont marqué le début en réalité de cette association entre les hommes politiques et les gangs, les milices en fait on parlait plutôt de milices, ont été un petit peu le bras armé de nombreux partis politiques en Haïti. C'est pas une nouveauté, le gang haïtien. Sauf qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est à une déliquescence de la vie politique haïtienne, de la classe politique, des partis politiques, et donc parallèlement une montée en puissance de ces gangs qui aujourd'hui ne sont plus bridés ou tenus ou contrôlés par qui que ce soit. Et donc, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Il n'y a plus cette association entre la politique et ces milices devenues gangs. Ils ont pris le dessus de la politique, en quelque sorte. Est-ce que l'assassinat de Jovenel Moïse a aggravé la situation ? Oui, sans aucun doute. Et l'assassinat de Jovenel Moïse a vraiment marqué la fin, en tout cas, de toute légitimité politique. Il faut savoir que Ariel Henry, qui était le premier ministre de Jovenel Moïse, a pris le pouvoir. Nommé 2 jours, je crois, avant l'assassinat. Oui, avant. Ouais. Alors là, on peut croire à des complots. On peut imaginer toutes sortes de scénarios aussi. Il a été nommé 2 jours avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Et aujourd'hui, il dirige ce pays, mais il n'a aucune légitimité au niveau des urnes. Il n'a pas été élu. Il n'y a pas eu d'élection. Donc, beaucoup d'Haïtiens critiquent sa présence. Et puis, voilà, aujourd'hui, Ariel Henry, par exemple, est un homme politique qui appuie l'intervention étrangère dans le pays. Et beaucoup disent, mais en fait, il ne l'appuie que pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est une question qui revient maintenant avec force. Faut-il envoyer à Haïti une force de maintien de la paix, force extérieure, bien sûr. On écoute à ce sujet le romancier Lionel Trouillot que vous avez rencontré. C'est fondamental qu'on ait ce genre d'émission parce que là circule véritablement le discours haïtien sur ce que nous voulons faire de ce pays. Il y a ce gouvernement qu'on a du mal à appeler un gouvernement qui n'ayant aucune légitimité et ne pouvant convaincre personne en Haïti a besoin d'une force étrangère pour venir légitimer son existence. Les Haïtiens, ils se divisent sur cette question de l'aide internationale ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai entendu plusieurs positions par rapport à l'intervention internationale. Il y en a quelques-uns, il ne faut pas nier, qui voudraient une intervention telle qu'elles ont déjà eu lieu, type MINUSTA, une force étrangère en présence sur le territoire. De maintien de la paix. Exactement. Et de lutte contre les gangs à l'heure actuelle. Ça n'est par exemple pas du tout la position de Lionel Trouillot. J'ai aussi entendu plusieurs personnes parler d'aide matérielle, en fait. Je crois que les Haïtiens n'ont pas du tout envie, dans leur grande majorité, qu'une force étrangère vienne sur leur territoire. C'est des choses qui ont déjà été vécues, qui ont été traumatisantes, qui ont laissé des stigmates et de très mauvais souvenirs au sein de la population. Donc, des accusations de viol, exactement, le choléra, voilà. Donc ça, c'est quand même pas la majorité qui va vers cette décision-là. Par contre, une aide militaire, de l'aide militaire, de l'aide pour l'armée, pour la police essentiellement, qui sont aujourd'hui face à des gangs surarmés, qui sont de véritables petites armées à l'intérieur, et eux ont des voitures, comme on peut le voir, pas forcément en très bon état, pas blindées, pas d'armes, etc. Le problème, c'est qu'évidemment, parallèlement à ça, on a une corruption de la police. Donc, comment faire ce genre de gestion ? C'est évidemment très compliqué. Je pense aussi qu'autre chose qui a été souvent évoquée, c'est une aide régionale. Je crois que les Haïtiens n'ont pas du tout envie de voir ni des Américains, ni des Canadiens et ni des Français arriver sur leur territoire. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réflexion latino-américaine ? Moi, je pense que c'est important aussi. Haïti fait partie de la Caraïbe, de l'Amérique latine. On parle du Mexique, on parle de la Jamaïque. Peut-être que la solution tiendrait aussi de quelque chose de plus régional. Merci infiniment, Margot. Margot Loisillon, les plaies d'Haïti, c'est à retrouver, à revoir peut-être sur notre site france24.com. Merci encore pour votre regard.